Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour faire mémoire du 74e anniversaire de l'appel lancé par le général de Gaulle au micro de la radio de Londres le 18 juin 1940. Nous le faisons en la maison commune de toutes les déodaciennes et de tous les déodaciens, au cœur même d'une ville martyre de la barbarie et de l'âpre désir de vengeance des nazis. Pour bien mesurer le sens de l'acte que nous rappelons aujourd'hui, il faut le resituer dans son audace radicale. Cet appel a en effet été inspiré par De Gaulle, ce général à titre temporaire que seuls les férus de stratégie militaire connaissaient alors, par une confiance passionnée dans l'avenir de la France. Au matin du 17 juin 1940, Charles de Gaulle quitte Bordeaux. Quelques heures plus tôt, le président du Conseil, Paul Reynaud, avait remis sa démission, ouvrant la voie à un gouvernement Pétain. De Gaulle connaît Philippe Pétain à cette date. Il a été son collaborateur direct, il a même été son protégé. Mais il juge avec sévérité les tribulations aux marges du monde politique de ce vieux chef confit en vanité et en amertume. Il l'a observé au sein du gouvernement, ce maréchal de France devenu vice-président du Conseil, qui intervient peu au sein de ce Conseil des ministres dans une situation pourtant tragique, pour mieux laisser un Yves Boutillier, un Jean Prouveau ou un Jean Ibarnet-Garay entonner la petite musique du réalisme hypocrite qui conduit tout droit à la capitulation. Écœuré, De Gaulle a voulu claquer la porte de ce gouvernement, où les plus lâches, bien que minoritaires, finiront pourtant par l'emporter. Il en a été retenu par un homme. Cet homme, c'est Georges Mandel. Je voudrais ici que nous ayons tous une pensée pour cet ancien collaborateur de Clémenceau, qui incarnait en 1940 la détermination de lutter jusqu'au bout. Georges Mandel, ce Français de confession juive, qui, arrêté par des Français après avoir gagné le Maroc, mourra sous des balles françaises, des balles d'un obscur milicien, le 7 juillet 1944, en forêt de Fontainebleau. De Gaulle a donc suivi les conseils de Georges Mandel en juin 1940. Il est bien resté sous-secrétaire d'État à la guerre jusqu'au 16 juin 1940. À ce poste, comme auparavant, il a tenté de plaider pour une armée plus mobile, une armée offensive, s'appuyant sur les cuirassés, sur les chars, à rebours des théories militaires qui auraient voulu que la guerre de 1940 se déroulât comme celle de 1914-1918. De Gaulle a donc soutenu que cette guerre était radicalement nouvelle. L'histoire ne se répète jamais exactement à l'identique. Bien bête est celui qui croit embrasser le présent et l'avenir en les pensant comme des calques serviles du passé. Profondément imprégné de l'histoire de l'Europe et de la France, De Gaulle savait mieux que personne, dès ce mois de juin 1940, que les hommes d'État se distinguent à leur capacité à scruter l'inconnu, l'imprévu, avec la force du bon sens et de l'imagination conjuguée. Nous y reviendrons. Ce 17 juin 1940, à 9 h donc, De Gaulle monte dans un avion de Havilland DH-95 Flamingo, en compagnie du général britannique Edward Spears et de Geoffroy de Courcelles. C'est à Londres qu'il apprend la demande d'armistice adressée aux forces nazies par le maréchal Pétain, chargé de former un gouvernement. Ainsi parle le vieux soldat à la radio française. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Ainsi parle le maréchal Pétain le 17 juin 1940. L'appel lancé par De Gaulle le 18 juin 1940 est aussi une réponse à cette tête baissée, à ce déshonneur résigné. Non, dira De Gaulle, la guerre n'est pas finie. Je cite, je répète ce que nous avons dit tout à l'heure. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Car la France n'est pas seule.
elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays, cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France, cette guerre est une guerre mondiale. Il en faut de la hauteur de vue et du sang-froid à un officier français élevé dans le culte de la France pour ne pas baisser les bras en ce 18 juin 1940. Il en faut de la hauteur de vue et du sang-froid pour comprendre la nature du nazisme, son atroce singularité dans l'histoire du monde. Pour Philippe Pétain, les forces allemandes représentent l'adversaire en juin 1940. Je me suis adressé, dit-il, cette nuit, à l'adversaire. De Gaulle, lui, ne se trompe pas. Le nazisme n'est pas un adversaire comme les autres. Ce n'est pas même le pangermanisme de 1914-1918, celui des Ludendorff et de Guillaume II. C'est un ennemi, le nazisme, pas un adversaire. Un ennemi, terme que de Gaulle utilise dès le 18 juin 1940. Il est bien seul pourtant, ce général à titre temporaire, qui bouscule la douleur stupéfiée des Français que la bêtise de leur chef militaire a jeté sur les routes. Il est bien seul et il restera seul longtemps, sans l'appui toujours négocié, ambigu et méfiant des Britanniques, sans le concours de quelques isolés, comme René Pleven, comme René Cassin, comme l'amiral Muselier, comme le futur général Leclerc, comme le glorieux Félix Éboué, De Gaulle n'aurait pas été De Gaulle. Au moment où nous rendons hommage à la folle audace d'un général qui s'assied devant un micro et s'écrie, en quelque sorte, « Je suis la France », n'oublions pas ses compagnons de doute et de détresse. N'oublions pas ces soldats magnifiques de la 2e division blindée, ces Camerounais, ces Tchadiens, ces Congolais, qui firent plus tard le serment de délivrer Strasbourg en se donnant la flèche de sa cathédrale comme horizon d'espérance. N'oublions pas ces modestes Français, ces modestes Françaises, qui, dès le 18 juin 1940, s'échangèrent des mots secrets, des mots de passe, firent tourner les rotatifs des journaux clandestins, avant d'accueillir plus tard des parachutistes britanniques, de saboter des voies ferrées ou des ponts stratégiques, de mettre à mort des bourreaux. N'oublions pas les Jean-Pierre Lévy, Marie-Madeleine Fourcade, Jacques Lecomte-Boinet, Germaine Tillon ou Henri Roll-Tanguy, pour les plus illustres, dont le nom est pourtant parfois couvert par celui de Jean Moulin, qui unit la résistance sur mission, sur ordre et derrière le général de Gaulle. Plus près de nous, en ce 18 juin 2014, j'aurais une pensée émue pour Roger Souchal, ce déodacien déporté alors qu'il sortait à peine de l'adolescence, ce grand résistant resté fidèle jusqu'au lit de mort au feu sacré de l'espoir en la France. Le 18 juin 1940 ouvre un chemin d'espérance pour la France, mais qu'il en a fallu de ténacité et de patience pour négocier pied à pied pendant plus de 4 ans avec les Britanniques, puis avec les Britanniques et les Américains, jusqu'à imposer que la France s'asseye à la table des vainqueurs, à Reims, puis à Berlin, le 7 mai et le 8 mai 1945. Quelle leçon tirer de cette rébellion spectaculaire du 18 juin 1940 ? Quel message gaullien pour notre temps et pour nos enfants ? J'en vois de nombreux qu'il serait trop long et trop immodeste de lister ici. Je me contenterai de 3 interprétations très simples. Simples comme des maximes, des étoiles qui peuvent guider non pas seulement des élus, mais tous les Français dans notre pays qui doutent, dans notre région qui souffre, dans notre ville nostalgique de sa prospérité industrielle, au point de ne pas voir les raisons bien réelles de se battre encore et d'espérer toujours. On a toujours tort, première leçon, de croire trop au présent. On a toujours tort de ne croire qu'à un présent qui prolonge servilement le passé. L'histoire apprend au contraire la faiblesse des hommes et l'infinie diversité des situations qui se sont présentées à leur expérience depuis la création. L'histoire apprend à être libre, libre de décider et d'affronter ses responsabilités. Il ne faut pas avoir peur de notre propre liberté. La seconde interprétation que je vous propose de l'appel du 18 juin est tout aussi simple et forte. On n'est jamais sûr d'être du bon côté et du côté de la vérité une fois pour toutes. Il n'est pas d'idéologie qui préserve de l'erreur ou qui garantisse une fois pour toutes
d'avoir raison. Autour du général de Gaulle, après le 18 juin 1940, il s'est trouvé des communistes, il s'est trouvé des socialistes, il s'est trouvé des hommes qui croyaient au ciel et d'autres qui n'y croyaient pas. Il s'est trouvé des hommes d'extrême droite, parfois aussi, et il s'est trouvé aussi des hommes qui n'avaient pas d'opinion politique bien définie. Il s'est trouvé des juifs, il s'est trouvé des protestants, il s'est trouvé des catholiques, il s'est trouvé des francs-maçons, il s'est trouvé des hommes et des femmes de toute confession et de tous engagements. Il n'y a pas d'idéologie qui garantisse d'échapper à l'erreur, il n'y a pas d'idéologie qui donne la vérité une fois pour toutes. C'est en s'interrogeant sans cesse sur la justesse de nos engagements que nous pouvons approcher de notre horizon de justice. La dernière interprétation que je vous propose est simple aussi. On ne sert jamais la France quand on ne voit plus qu'elle. On ne sert jamais la France quand on l'enferme dans d'étroites frontières. On ne sert jamais la France quand on la pense sans ses territoires d'outre-mer, dont vint le salut. On ne sert jamais la France quand on doute de ses alliés, quand on confond une grande démocratie comme les États-Unis avec un régime autoritaire et quand on se permet de traîner son régime démocratique dans la boue. On trahit toujours la France quand on oublie que son nom claque comme une promesse, un horizon, celui de la liberté. La France peut vivre hors de notre territoire, mais elle ne peut pas exister dans la résignation, dans l'envie, dans l'amertume, dans la passivité face à l'intolérable. Oui, la légitimité, monsieur le sous-préfet, est toujours plus forte, plus essentielle que la légalité formelle quand l'essentiel est en danger. La loi n'a de valeur qu'appuyée sur le consentement intime et organisé de la nation, un consentement éclairé, un consentement lucide. C'est cela, au fond, le message le plus secret et le plus profond de ce 18 juin 1940 qui nous rassemble aujourd'hui. On a toujours raison de croire en la France. Comme ces déodaciennes et déodaciens qui, après le 23 novembre 1944, regardèrent les ruines de leur belle cité d'un cœur meurtri, mais d'un cœur déterminé. On a toujours raison de croire en la France. Et je me souviens, pour conclure ces quelques mots, je me souviens des mots d'un ami croyant, lui, qui m'a répété il y a peu cette parole de l'Évangile. « J'ai mis devant toi la mort et la vie », est-il dit dans l'Évangile. Choisis la vie. On me pardonnera cette référence biblique dans un lieu laïque. Mais comme De Gaulle en 1940, il nous faut choisir la vie chaque jour. La vie pour notre ville, loin des facilités, du ressentiment et des règlements de compte. La vie pour notre région qui se redressera. La vie pour notre patrie, la France, en Europe. La vie, c'est l'audace, c'est l'énergie et c'est la confiance. Vive Saint-Dié-des-Vosges.